C'est Mohamed qui va en parler avec nous. Il nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Mohamed. Bonjour, bonjour à tous. Quel est votre Bonjour. état d'esprit, Mohamed? Est-ce que Euh, vous avez peur, de la crainte quand vous savez ce qui s'est passé à Bruxelles? Dites-nous. Écoutez, franchement, c'est bizarre, mais j'ai pas vraiment de crainte. Par contre, je suis vraiment en colère. Je suis très, très, très en colère parce que on attend quoi en fait? On attend qu'il y ait quoi pour agir? À chaque fois, les profils des personnes, c'est des profils waouh, hyper dangereux. C'est des films d'horreur, les profils à chaque fois. Et là, celui-là, il a gagné il a gagné lui. Lui, il était trafic, il faisait du trafic d'êtres humains. Et Oui, vous vous c'est rendez ça. compte? Et il est encore ici. Mais on attend quoi? Et en fait, je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère parce que je vois notre président qui se fait des dîners à Versailles avec une table là, qui faisait 60 mètres. Ça, pour ça, il organise très bien. Ils savent très bien organiser. Et par contre, quand il s'agit d'organiser notre sécurité, il n'y a plus personne. On déjoue des attentats aussi, hein, plus d'une Oui, on déjoue des quarantaine, attentats. Mohamed. Hein. Oui, oui, oui. Mais attendez, mais on déjoue des attentats. Mais là, on a 193 personnes sur le sol français qui sont dangereux. Mais on s'en fout de déjouer des attentats. Moi, je m'en fiche, moi, qui déjoue des attentats. Ce que je veux, c'est que déjà les dangereux qui sont ici, qu'on les vire. Alors, Pardon, excusez-moi le terme. le problème, Mohamed, c'est qu'il faut que les pays d'origine acceptent de les récupérer. Alors, avec la Russie, c'est plus possible. On n'a plus d'accord. C'est pour ça que, par exemple, les Tchétchènes, on ne pouvait pas les renvoyer. Et il y a d'autres pays qui n'ont pas envie de récupérer des gens qui sont radicalisés. Ils ne savent pas quoi en faire. Donc, en fait, on est bloqué souvent. Mais Mohamed, moi je voudrais vous dire, je ne veux pas vous affoler. Mais Mais si on comprend, Mohamed, je suis d'accord avec vous. Si on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais c'est pas si simple parce qu'il y a des procédures et que ces pays, ils n'en veulent pas. moi, Mohamed, Oui, je ne veux bah pas alors vous après, juste affoler. si vous me permettez, une dernière chose, juste si vous me permettez, alors il n'y a aucun souci, on ne peut pas les renvoyer, c'est compliqué. Mais il ne faut pas les accepter. Pourquoi on les accepte? Ah oui. Pourquoi est-ce qu'on sait très bien qu'ils viennent ici? Ils viennent pas ici. Ils viennent pas ici pour nos campagnes ou pour notre terroir. Ils en ont rien à foutre. Ils viennent pas ici pour, je vous dis, pour le Beaujolais nouveau ou quoi que ce soit. S'ils viennent ici, c'est pourquoi? C'est pour les aides sociales. On le sait. Alors arrêtons de leur donner des aides sociales. Arrêtons de leur donner tout ça déjà. Il faut les dissuader de venir ici. Si on leur donne tout quand ils arrivent, ils ont tout. Ils ont même plus de choses que nous on a que nous on reçoit. Arrêtons déjà C'est pas tout à fait exact. de les engraisser. On les engraisse tous avec l'argent des classes moyennes. Moi j'ai une taxe foncière, elle a fait plus 40% en 2 ans. J'ai pris 40%, 40%. 2 fois de suite parce qu'il faut payer, parce que comment dire, localement, il faut payer toutes les aides qu'on donne à ces gens-là. Donc il faut arrêter déjà. Je pense que si déjà on arrête de les engraisser, on va les dissuader de venir. Alors oui, on peut pas les renvoyer, c'est compliqué, mais on peut déjà intervenir de cette Non, manière-là. mais ce qui est surprenant, c'est que c'est des gens, moi, je pense. c'est des gens qui viennent chez nous, mais qui ne nous aiment pas. Moi, je suis toujours étonné. Ces gens, et notamment tunisiens, s'ils trouvent insupportable le mode de vie occidental, s'ils trouvent insupportable la liberté Oui, d'expression, ça. pourquoi vient-il chez nous? Ça, faut qu'il fasse comme Karim se faire du Benzema, mal. faut qu'il aille vivre en Arabie Saoudite. Non, mais par contre, Mohamed, moi je veux pas. Enfin, je comprends ce que vous dites. Après, effectivement, on peut être en colère. Après, on peut pointer les Belges aussi sur leur inertie. Le problème de la Belgique, c'est que c'est un petit pays qui a longtemps été bloqué parce qu'il y avait un conflit, j'allais dire linguistique, mais enfin entre deux franges du pays. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ils n'avaient plus de moyens. Moi, je l'ai entendu par la procureure, enfin par la juge antiterroriste belge. Par contre, en France, on a le même sujet, c'est-à-dire que nous, pendant le procès, on a eu Trévidic, ancien juge antiterroriste français, une vraie pointure. Hein. C'est pas quelqu'un qui. Et lui, il est venu nous expliquer que un des 3 terroristes du Bataclan a été dans son bureau en 2014, je crois, Ah oui. qui était en face de lui. Et lui s'est posé la question parce qu'il savait qu'il était radicalisé. Il savait que de toute façon, en face de lui, il avait quelqu'un de dangereux. Et je vous rappelle que les 3 terroristes du Bataclan sont 3 Français nés en France qui ont travaillé, dont un à la RATP, qui ont fait des études. Donc, c'est pas le même profil que le Tchétchène et le Tunisien, mais on n'en est pas. C'est rien vrai à voir. que les frères Kouachi étaient nés en France aussi. Et donc, Trévidic est en face de ce terroriste et se dit qu'est-ce que je fais? Je l'arrête, mais je l'arrête pourquoi? Parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un qui n'a rien fait en fait. Et tant mieux, parce que moi je me dis que j'aurais pu être un jour dans le bureau d'un juge, parce que je collais des affiches d'un parti qui ne plaisait pas, et je me suis avec le même problème. Malheureusement, on en est là. Et lui dit, je sais pas, et en fin de compte, la personne sort de son bureau, quelques mois plus tard s'en va en Syrie, et quand il est revenu le 13 novembre 2015. Et donc ce qui fait qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et moi je comprends après que ça puisse choquer, mais on est encore dans un état de droit et tant mieux pour nous. Mais par contre, effectivement, Sur les départs en Syrie, on a été très naïf au début. Oui, et puis en plus, toi, parce qu'on dit mais oui. c'est bien, ils vont lutter contre Assad. Ouais, On ouais. n'avait pas compris qu'en fait, ils allaient surtout se radicaliser. Surtout qu'en plus, le problème que quand tu allais en Syrie, c'est que tu avais le choix de 2 trucs. Soit tu étais dans l'armée de libération de la Syrie, qui était un truc plus normal,
qui était peut-être un truc de résistant, comme était à un moment donné les brigades internationales en 36 en Espagne. Et puis tu avais l'autre côté, tu avais Daesh. Et en fin de compte, quand tu vas du côté de Daesh... Non, moi je suis désolée, cette naïveté, normalement, si on avait écouté des chercheurs et qui nous avaient déjà expliqué au moment de la guerre en Bosnie qu'il y avait déjà eu des mouvements d'Européens qui étaient partis faire le djihad en Bosnie et qui sont ensuite revenus dans les années 90-2000, qui étaient déjà bien remontés comme des coucous et qui participaient aussi avec aussi tous les gens du fils algérien que nous avons reçu. Moi, je l'avais déjà raconté ici. J'avais une parent d'élève qui avait quitté l'Algérie parce qu'elle était menacée par les islamistes et qui me dit « Je ne comprends pas, dans la cité où j'habite aujourd'hui, je retrouve des gars du fils qui ont reçu le Front islamique du Salut, qui était la branche politique du GIA, le groupe islamique armé. » Et elle me dit « Vous comprenez pas, on les a fuis. On est venu en France pour se réfugier des islamistes et on les retrouve ici et ici ils vivent comme des coqs en pâte. » Ce que dit Mohamed tout à l'heure quand il dit oui, ils vivent grassement, etc. Il y a effectivement une partie de certains d'entre eux qui vivent peut-être des allocations sociales. Après, il ne faut pas non plus rêver, on ne vit pas des allocations sociales, vous ne vivez pas du RMI, du RSA, il ne faut pas exagérer. Non. Et les migrants qui arrivent aujourd'hui, qu'on traite, mais excusez-moi, mais moins bien que n'importe qui d'autre et qu'on amasse sous le périphérique, qu'on traite, mais d'une façon absolument inhumaine, on est en train de fabriquer aussi de la misère, on fabrique de la violence, et ces gens-là, ils vivent pas, c'est pas avec les 300 € qu'on leur donne qu'ils vont vivre grassement des allocations sociales. Donc, faut pas non plus. Je suis d'accord que la fraude noircir tout le paysage. Et encore une fois, les deux Tchétchènes, que ce soit celui de Samuel Paty, celui de Dominique Bernard, ce Tunisien, etc. Il y en a peut-être pas le Tunisien de Belgique, mais enfin, les Tchétchènes, ils avaient des logements, ils avaient été insérés, excusez-moi, mais ils ont bénéficié de l'école de la République. Leurs parents travaillaient, donc voilà, il y avait une vie normale, ils vivaient pas des aides sociales. Et pareil pour les Kouachi et compagnie. Les Kouachi, ils avaient vécu l'ASE. Voilà, c'est de l'embrigadement et de la radicalisation après dans la sphère mais privée. C'est cette question-là, c'est la question de cet embrigadement. Surtout, Mohamed, quand on voit... Mais l'embrigadement, il date pas d'aujourd'hui. L'embrigadement, il date des années 90. Pardon, mais on a appris la sœur de ce Mohamed, là, parce que toute la famille est en garde à vue, raconte quand même qu'elle a été violentée par ses frères, voilée de force à 11 ans, et que quand elle allait au collège, c'était sa respiration, parce que justement, elle sortait de cet enfer familial. Et la mère quand on voit... Je veux bien que les services sociaux peuvent pas être partout, il n'y a pas assez de moyens, etc. Mais là, on avait comme une famille où il y avait de la maltraitance à l'intérieur de la famille. La mère était battue par le père et par ses enfants. Moi, je suis désolé. On est comme un État, et on va en parler dans un instant sur un autre sujet qui n'a rien à voir, sur l'électricité. Mais on a quand même un État intrusif dans nos vies. On a un État qui est quand même présent partout, qui veut tout réglementer. Et là, on laisse cette famille maltraitante exister. Alors, le père a été expulsé, mais évidemment, il a